Donc bonjour. Donc effectivement c'est un cycle qu'on a planifié sur les économies, sur les modèles alternatifs au capitalisme. Et donc je pensais quand même que la planification, c'est-à-dire l'application de l'alternative, disons pour le marxisme en tant que tel, puisqu'on a passé différents courants précédemment. Mais pour le marxisme, c'était effectivement la planification économique qui était vraiment le modèle économique alternatif. Et vis-à-vis de ça, j'ai pris le cas de l'Union soviétique, pas parce que je voulais absolument faire de la polémique inutile, mais parce que, à mon avis, c'est là où la planification au niveau de sa conceptualisation, a été le plus loin et a été le plus engagé, avec effectivement aussi beaucoup de problèmes et beaucoup de questions, etc. Donc c'est pour ça, et en plus c'est beaucoup plus lié avec notre réalité ici en Belgique que par exemple d'autres planifications qui se déroulent dans d'autres pays qui sont moins dans la même situation qu'ici en Europe. Alors c'est pour ça que j'ai voulu quand même faire une petite introduction sur le fait que normalement ce n'est pas mon sujet de domaine particulier d'études. Donc en tant qu'économiste, je ne suis pas un spécialiste de la planification. Donc j'essaye de vous donner ici des explications majeures, mais donc c'est possible qu'à un moment donné, je dise je ne sais plus parce que effectivement je n'ai pas fait des grandes études sur les modèles théoriques de la planification, etc. J'en ai fait certains, ce qui me permet de faire la présentation, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. Alors les deux premières sections, d'ailleurs, que je peux vous déjà montrer, ce sont des perspectives d'histoire. Essayer de présenter justement, c'est la condensée de l'histoire, donc il y a moyen de faire presque un mois sur l'histoire de l'Union soviétique, et c'est préalable. Mais donc je vais essayer d'aller très court et je vais prendre seulement, donc je vais prendre des éléments particuliers, donc parce que je pense que ça a une influence sur la compréhension de la planification. C'est pour ça que voilà. Donc je m'excuse si par hasard il y a quelque chose que vous pensez qui est essentiel et que je n'ai pas mentionné. Alors donc d'abord il faut quand même voir ce que c'est l'Union soviétique, et donc auparavant c'était la Russie tsariste. Et donc ça c'est quand même quelque chose qui est particulier parce que c'est un énorme territoire. Donc au moment où ils font la révolution, ça représente à peu près 1/6 du territoire du globe, donc c'est important. Au départ, ce territoire n'est pas unifié, donc c'est pas les soviétiques qui ont unifié le territoire, pour te dire qu'on puisse unifier ce territoire, mais en tout cas c'est pas les soviétiques, ils ont pris le territoire de la Russie, c'est la Moscovie. Parce que pendant un certain temps, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, une bonne partie du territoire était occupée par les Mongols, qui avaient envahi un territoire énorme, pratiquement de la Chine à quasiment, ils sont arrivés aux portes de la Hongrie. Et donc c'était eux qui dominaient, et donc même si à un moment donné cet État s'est disloqué, il y avait encore des hordes qui traînaient. Et donc le premier qui va permettre une libération d'un territoire qui va devenir progressivement russe, c'est le prince de Moscovie, Ivan III, et donc il va prendre à ce moment-là le titre de souverain. Donc celui qui va prendre le titre de tsar, c'est Ivan IV, qu'on appelle d'ailleurs le Terrible, parce qu'il n'était pas commode. En fait une contraction du terme César, parce que l'idée de ces princes-là, c'est de dire que voilà, il y a eu d'abord la première Rome, qui s'est effondré sous l'emprise, sous l'arrivée des barbares germains, etc. Puis il y a eu la deuxième Rome, c'est-à-dire Constantinople, qui a été prise par les musulmans et par les Turcs, en fait, ottomans, en 1453. Et donc, il fallait une troisième Rome. Et donc, Moscou allait devenir la troisième Rome. Et c'est pour ça. Alors, la dynastie qui va être renversée par les soviétiques, ce sont les Romanov. Ils vont arriver sur le trône au XVIIe siècle. Ils vont donner quand même naissance à quelques grands noms, Pierre le Grand, Catherine II, qui vont effectivement non seulement étendre fortement le territoire, mais aussi apporter ce qu'on appelle vraiment le despotisme éclairé, c'est-à-dire de la lumière, donc avoir du mécénat vis-à-vis de la science, etc. Donc vraiment une période assez glorieuse pour
ces tsars. Alors au niveau de l'expansion, je ne vais pas m'étendre beaucoup ici, c'est pour vous montrer la vitesse à laquelle ça va. Donc c'est vraiment le centre, c'est Moscou, et donc ça va s'étendre progressivement autour. Et ceux qui vont vraiment apporter beaucoup, c'est effectivement à partir du XVIIIe siècle, Pierre le Grand, Catherine II, qui vont étendre pratiquement ici, comme j'ai dit, 1/6 du territoire, en prenant d'ailleurs des territoires où vraiment il y a très peu. Donc à l'époque, même à l'époque de la révolution soviétique, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan et Tadjikistan, c'est pas des territoires hautement développés. C'est vraiment pratiquement, c'est même pas du servage, c'est des nomades qu'il y a là-dedans, qu'il y a là-bas. Alors, officiellement, le servage va être aboli en 1861, donc ça veut dire que jusqu'alors, c'est effectivement vraiment un servage pur et dur, si on veut. Il va y avoir des premières tentatives d'avoir une petite démocratie, mais évidemment le tsar est surdominant. L'industrie va commencer à se développer à partir de 1890, mais essentiellement sous l'influence étrangère, et surtout, rien du tout. Alors, au niveau des paysans, puisque le servage est aboli, il va y avoir effectivement des paysans qui vont cultiver leur propre terre, et donc il va y avoir une classe de paysans relativement riches, les koulaks, qui vont apparaître à ce moment-là. Donc je ne vais pas trop insister pour justement aller au cœur. Donc vous savez qu'évidemment qu'en 1914, il y a la guerre qui éclate. Les Russes sont directement impliqués puisque normalement la cause officielle de la guerre, c'est l'assassinat je crois que c'est ça qu'on appelle ça, qui est assassiné par un Serbe. La Russie, qui est en alliance avec la Serbie, évidemment, va rentrer en guerre avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, et puis les France et l'Angleterre, qui sont alliés à la Russie, vont rentrer en guerre. Chacun va croire que la guerre va durer quelques semaines, en réalité elle va durer 4 ans, et la révolution va être, la guerre va être extrêmement dure pour les Russes, parce que évidemment le tsar va mobiliser des masses de paysans qui va envoyer pratiquement à la boucherie. En général, ils vont perdre leur combat vis-à-vis des Austro-Hongrois et des Allemands. Donc il va y avoir un coût énorme au niveau de la paysannerie. Et donc ça va causer à la fois un dégoût de la guerre d'un côté, et puis effectivement une pauvreté extrêmement importante dans le pays. Et donc il va y avoir 2 révolutions. D'abord une première révolution en février, mais donc, vous savez qu'ils se sont trompés de calendrier, ils ont pris calendrier juillet, donc en fait la révolution de février s'est passée en mars. Et puis il va y avoir la révolution d'octobre, mais qui se déroule en novembre. Alors, en fait, normalement, la plupart des organisations qui existaient avant la guerre de 14-18, c'était des organisations ouvrières, des partis ouvriers unifiés, c'est-à-dire que c'était des partis sociaux-démocrates ou bien socialistes. Ici, c'était en Belgique le Parti ouvrier belge. C'était à peu près la même chose en Russie, puisqu'il y avait le Parti ouvrier social-démocrate russe. Ça, c'était le terme exact du parti. Et donc, en fait, il va y avoir donc, il va y avoir la différence entre ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous le savez, bolchevique et menchevique. Donc la différence va se faire, je crois, en 1904 ou 1903, au moment où ils vont discuter la perspective révolutionnaire dans le pays. Et les uns qui vont être influencés par Lénine vont dire en fait, il est possible de passer à une révolution dans un pays qui est assez arriéré comme la Russie, et non seulement on peut avoir une révolution qui permette le développement et la fin de cette féodalité, mais ce qui est important, c'est que ce soit un parti socialiste ou ouvrier qui dirige cette révolution-là, pour ensuite pouvoir d'ailleurs faire aboutir cette révolution vers un système socialiste. Et les autres vont dire non, 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 il faut d'abord passer, comme la Marx l'a bien expliqué d'ailleurs, parce que tout est référence à Marx, donc vraiment ce qu'on croit, c'est par rapport à Marx qu'on va faire la référence. Ils vont dire ben non, puisque on a un système féodal en Russie, il faut d'abord qu'il y ait un système capitaliste qui s'implante, et donc il faut d'abord avoir la révolution bourgeoise en tant que telle, et puis quand la révolution bourgeoise et le capitalisme s'est développé, on pourra penser éventuellement
à aller plus loin et passer au socialisme. Alors, les premiers qui vont défendre ça, on appelle ça les bolcheviks. Et les seconds, ça veut dire qu'on va les appeler les mencheviks. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Parce qu'en russe, ça veut dire... Les protestants que je vais un petit peu développer, enfin, je ne vais pas trop développer, mais que je vais préciser aussi, c'est qu'en 1912, tous les partis sociaux-démocrates, ouvriers et compagnie, là, se réunissent à Bâle, ils font un congrès, et on sent bien qu'effectivement, il y a des tensions entre les différents pays, donc la guerre est probablement imminente, et donc ils ne vont pas avoir tort, hein, puisque la guerre va arriver 2 ans plus tard. Et ils se disent, si la guerre arrive, nous faisons un accord, nous, partis socialistes, sociaux-démocrates, ouvriers, etc., comme quoi nous n'allons pas participer à cette guerre, c'est la guerre des bourgeois ou des responsables, des féodaux, n'importe quoi, c'est pas notre guerre, c'est pas la guerre des ouvriers, et donc, avec les armes que éventuellement nous allons recevoir de la part de la classe dominante, nous allons retourner ces armes contre notre propre classe dominante. Malheureusement, en 1914, il n'y aura que 2 partis qui vont voter dans le sens qui a été conclu à Bâle. C'est le parti ouvrier social, enfin, le parti ouvrier social-démocrate russe, mais la fraction bolchevique, qui va le faire, et le parti, mais ça c'est plutôt pour le détail, parce que je vais pas c'est le parti socialiste italien. C'est les 2 partis. Voter ce qu'on appelle les crédits de guerre, c'est-à-dire le droit de l'Allemagne de faire la guerre à la Russie, la France de faire la guerre à l'Allemagne, etc. La Belgique de faire la... Ceci explique pourquoi, effectivement, lorsque la révolution bourgeoise, enfin ce qu'on appelle la révolution bourgeoise de février arrive, ce sont principalement des mencheviks qui vont arriver au pouvoir, et les mencheviks, en fait, ne vont pas réaliser le programme que la majorité de la population voulait, c'est-à-dire d'arrêter la guerre et de redresser l'économie. Au contraire, ils vont dire « on continue la guerre ». Donc ils vont être assez vite discrédités, ce qui va faciliter évidemment la prise de pouvoir par les bolcheviks avec en fait un nombre relativement restreint, parce que ça c'est une critique souvent qui est faite, mais ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est que effectivement il n'a pas fallu des masses gigantesques pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc le pouvoir était suffisamment discrédité que ça permettait de faire, d'ailleurs en général, ça s'est fait avec relativement peu de dégâts. Donc on a toujours peur qu'une révolution, c'est des milliers, voire des millions de morts. Mais là, la révolution, il y a un plaisantin qui a même dit que lorsque Eisenstein a fait la reconstitution du film La Révolution d'octobre, il y avait eu plus de morts dans son film que ce qui s'était passé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on raconte. Alors, essentiellement, comme j'ai dit, les bolcheviks sont implantés dans les grandes villes. Et donc, c'est principalement une révolution urbaine. Or, 85% pratiquement de la population vit à la campagne. Donc, grosso modo, c'est 65% de paysans, 14% d'ouvriers. Donc, c'est vraiment une petite minorité. Et de ce point de vue-là aussi, lorsqu'ils ont conquis le pouvoir, ils doivent encore tout faire, parce qu'ils doivent quand même encore conquérir toute la population, dire qu'il y a un changement, etc. Alors, première chose, ils vont évidemment d'abord faire une réforme agraire extrêmement importante, permettant aux paysans d'avoir la propriété de leur propre terre. Ils vont nationaliser évidemment une bonne partie de l'industrie, mais un point important aussi, c'est qu'ils vont conclure la paix de Brest-Litov, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer effectivement ce qui était la volonté majoritaire de la population, c'est-à-dire d'arrêter la guerre, puisqu'elle était effectivement très désastreuse pour elle. Alors évidemment, malheureusement, c'est que une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont donc bénéficié évidemment de circonstances tout à fait favorables. Ben, ça n'a pas suffi parce qu'évidemment les autres se sont dit c'est quand même nous, la classe dominante, nous devons rester au pouvoir en Russie. Donc on va essayer de reprendre le pouvoir et évidemment on va le faire par les armes. Et pratiquement dès novembre, mais donc pas tout à fait en novembre 1917, ça commence, mais c'est plutôt dans le courant de 1918 qu'ils vont véritablement attaquer la Russie. On appelle ça les Russes blancs parce que, en fait, en fait, j'ai la couleur blanche, je ne sais pas pourquoi, mais c'est en fait les partisans du tsar. Hein. Donc c'est pas les partisans des mencheviks, ce sont principalement les partisans des mencheviks. Ils avaient quelques armées après la révolution d'octobre. Ils n'ont pas fait grand-chose avec parce que
leurs troupes n'obéissaient plus à leurs ordres. Donc ça a été vite liquidé. Par contre, le tsar avait encore des forces étrangères et donc ils ont pu effectivement faire une contre-attaque. Et à partir évidemment de 1918, à la fin de la guerre mondiale, eh bien, ils auront su évidemment l'appui de toutes les forces françaises, allemandes, enfin allemandes c'était évidemment beaucoup plus limité, mais françaises, anglaises. Le japonais par exemple sont... Oui, d'accord. Les Japonais sont par exemple rentrés dans l'Union soviétique, dans la Sibérie, sont arrivés pratiquement au milieu de la Sibérie, pour vous dire que les bolcheviks contrôlaient qu'une partie du territoire. Ils sont arrivés, ils sont restés pratiquement, je crois, jusqu'en 1924-1925. Et donc ils se sont dit, ils ont fait un appel aux autres puissances alliées en disant, vous savez, nous sommes là au milieu depuis pratiquement 1920. On sait que depuis 1920, les Russes blancs sont complètement battus, et donc il n'y a qu'une chance qu'ils reprennent le pouvoir très, très rapidement. Et donc les autres n'ont pas vraiment répondu, donc ils ont replié les chemins, ils sont rentrés au Japon. Donc c'est pour vous dire que la situation est difficile. Donc s'il y a guerre, donc vous comprenez que la situation c'est 3 ans de guerre intégrale où la population russe est malmenée, puis après ça pratiquement 2-3 ans de guerre civile. Donc évidemment c'est très très dur. À ce moment-là il y a une famine énorme évidemment, puisque en général les guerres ça détruit, et surtout à cette époque-là, ça détruit l'agriculture. Et en plus, la guerre se déroule dans les territoires les plus fertiles. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité vraiment de produire énormément de biens. Donc ça veut dire qu'après la guerre en 1920-1921, il y a une famine énorme. Le communisme de guerre qui était... donc on appelle ça communisme de guerre parce qu'à l'époque, évidemment, puisqu'ils faisaient la guerre, ils ne transigeaient pas beaucoup avec les paysans. Ils prenaient carrément ce qu'ils avaient besoin pour nourrir l'armée, pour que l'armée se combatte. Donc il n'y avait pas de régime très, très particulier. Mais après, il fallait faire autre chose. Donc ici... de nouveau, c'est pas très important, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, c'est bien à l'ouest que se déroule l'essentiel de la guerre. Et vous voyez très bien que les forces des Russes propres étaient bien aidées par les forces anglaises, françaises, etc. Donc c'était vraiment évidemment, comme ils avaient déjà fait 4 ans de guerre, leur appui était relativement limité. Hein. Donc s'ils avaient mis toute leur puissance, probablement qu'il n'y aurait pas eu de révolution et de continuation, hein, ça c'est clair. Alors, donc il faut faire autre chose, et donc c'est pour ça que Lénine va proposer d'amener ce qu'on va appeler la nouvelle politique économique. Donc en russe c'est NEP, hein, donc, ça veut dire nouvelle politique économique, qui est en fait un retour en arrière, pour pouvoir justement associer, puisque c'est une révolution qui est faite principalement avec les ouvriers, pour pouvoir associer véritablement le pouvoir des ouvriers d'une certaine manière avec le monde paysan, et d'avoir cette alliance entre les deux forces principales des travailleurs dans le pays. Et donc ça va être basé essentiellement que chaque paysan va pouvoir avoir la possibilité de produire le plus possible, de vendre sur un marché. Et ce qui va être demandé par le pouvoir soviétique, c'est que normalement, ces paysans vont payer ce qu'on appelle un impôt en nature, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait des réquisitions sous le communisme de guerre, où le pouvoir soviétique prenait directement ce qu'il avait besoin pour nourrir son armée, son État, etc., eh bien, on va fixer un impôt particulier que les paysans vont payer. Alors, donc j'ai noté aussi que en février 1921 va être créé le Gosplan, ce qui veut dire en fait le bureau du plan. Enfin, je ne suis pas sûr, c'est peut-être organe du plan. Et donc, il va faire un premier plan essentiellement basé sur un point qui est l'électrification du pays, ce qui évidemment est très important dans ce pays-là qui ne connaît rien. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre il faut effectivement arriver à développer toute une série d'infrastructures, et pour pouvoir développer l'infrastructure, évidemment, l'électricité est essentielle. En 1924, Lénine va mourir, assez rapidement d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'est pas très très âgé. Je ne connais pas ça par cœur, mais oui, et donc il était malade
déjà depuis un petit temps, donc il ne va pas participer déjà au pouvoir ou de manière très éloignée depuis un certain temps. Donc il ne va pas pouvoir suivre et poursuivre le cheminement. Malgré tout, donc, il va y avoir un redressement. Donc, effectivement, l'économie va se stabiliser, va permettre que les villes sont approvisionnées, etc. Le problème, c'est qu'assez rapidement, dans l'agriculture, donc je vous ai déjà dit qu'il y avait ce qu'on appelle des paysans riches, des koulaks, qui s'étaient déjà développés sous l'époque russe. Et bien évidemment, à partir du moment où cette économie de marché va être redéveloppée ici sous l'ère des soviétiques, la différence sociale va également apparaître. Et à partir de, disons déjà à partir de 1925, il y a déjà des tensions dans les campagnes. Et donc les paysans pauvres vont protester contre l'existence des paysans riches. Une des particularités donc, de la différenciation agricole à l'époque, c'est que les paysans riches disposent généralement de bétail et éventuellement d'outils mécaniques qui leur permettent assez facilement de cultiver leur territoire qui leur a été attribué. En revanche, les paysans pauvres ne disposent pas de cela. Alors ils ont deux possibilités, c'est de s'endetter vis-à-vis des paysans riches pour acquérir du bétail et des outils mécaniques pour pouvoir quand même utiliser l'essentiel de leur terre, ou bien ils peuvent en fait labourer qu'une partie seulement de la terre dont ils ont la responsabilité, la propriété. Donc ce système ne va pas, il faut absolument à un moment donné changer parce que ça cause des problèmes à la fois économiques et sociaux. Et donc il va y avoir un débat énorme. Donc on a toujours l'impression que l'Union soviétique et le Parti communiste de l'Union soviétique, c'est un bloc monolithique, mais dans ces années-là, dans ces années 20, les débats sont passionnés, mais aussi vraiment, ça montre vraiment des courants tout à fait différents. Et donc il y a un courant qui est représenté par en fait des économistes centraux du parti qui est Boukharine, qui est en général d'ailleurs je dirais même pas dans le bureau politique, hein, donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important, qui lui dit puisque quand même ça permet le développement de l'économie, du progrès technique, on doit continuer le système. Le deuxième courant, qui est représenté essentiellement par Preobrajensky, va dire que non, en fait, il faut arrêter ce système-là, et puisque, en fait, ce qu'il faut faire, c'est une industrialisation massive, eh bien, il faut aller prendre dans l'agriculture, faire prendre une ponction importante, donc ça veut dire du surplus agricole, pour pouvoir alimenter le développement industriel et pouvoir justement avoir un développement ultérieur extrêmement important. Il appelle ça d'ailleurs l'accumulation socialiste primitive, c'est-à-dire que c'est ça qui va permettre d'avoir les fonds, l'argent, le capital nécessaire pour pouvoir justement industrialiser et faire développer extrêmement fortement l'Union soviétique. Alors pendant pratiquement 3 ans, le débat va faire presque rage, sans conséquence, hein, donc c'est pas que, parce que pas croire que nécessairement, c'est qu'on a des avis divergents, certainement pas à ce moment-là, des sanctions, donc, puisque le débat est ouvert, donc les gens se prononcent. Mais en 1928, il faut absolument changer, donc Staline va dire, on va en fait faire un système qui reprend en partie ce que Preobrajensky dit, mais on va quand même l'adapter parce qu'on ne peut pas complètement laisser pour contre les paysans. Donc on va collectiviser l'agriculture, mais d'une manière plus subtile. Donc on va essentiellement collectiviser la production de céréales. C'est essentiellement ça qu'on va mettre ensemble. Donc on va rassembler tous les terrains qui étaient auparavant épars et divisés. On va les mettre sous soit des kolkhozes. Donc kolkhoz, c'est une entreprise coopérative. Donc ça veut dire que la propriété, c'est l'ensemble des gens qui participent à cette coopérative, et les sovkhozes, ce sont des fermes d'État. Ça, c'est l'État qui est le propriétaire de cette entreprise-là. Alors, sur cette base-là, on va pouvoir
avoir des céréales avec un prix relativement bas, ce qui va permettre justement de fournir cette alimentation aux villes à des prix relativement bas. Alors pourquoi est-ce que ça peut être bas? Parce que d'un côté, on va rassembler les terres et donc on va cultiver sur un grand territoire. Et deuxièmement, on va mécaniser le système agricole. C'est-à-dire qu'on va justement construire des stations, ce qu'on avait appelé d'ailleurs des stations machines-tracteurs, qui vont permettre de fournir aux collectivités agricoles les outils qui vont permettre donc de fonctionner au niveau de la productivité normalement espérée la plus élevée possible. Et le reste, chaque paysan détient encore un lopin de terre, donc le reste, le paysan peut le produire pour lui et le vendre sur un marché au prix qu'il veut. Et donc normalement, s'il ne fait pas de gain sur la production de céréales, il va pouvoir en faire sur la production des autres aliments, parce qu'à ce moment-là, en même temps, en 1928, va se faire le premier plan quinquennal, et à ce moment-là, il va donc y avoir la priorité de ce plan quinquennal à l'industrie lourde. Et donc évidemment, on comprend que c'est lié avec la collectivisation des terres, puisque effectivement, il faut d'abord construire ces machines tracteurs, et donc évidemment, ça demande des besoins en acier, etc. Malheureusement, cette décision-là, en 1928, va amener que, parce que il faut convaincre les paysans. Donc, j'ai dit, les bolcheviks sont d'abord implantés dans les villes, chez les travailleurs ouvriers, mais pas toujours très bien chez les paysans. Donc, il faut convaincre les paysans. Et donc, il va y avoir évidemment des tensions énormes entre paysans suite à ces décisions-là. Donc, c'est pour ça que j'appelais ça une guerre civile quasiment. Donc, c'est moins fort, évidemment, que la guerre contre les Russes blancs, mais c'est quand même un enjeu extrêmement important dans les campagnes où les paysans pauvres vont pratiquement se battre contre les paysans riches. Les paysans riches, les koulaks, vont détruire la moitié du bétail donc de fait, c'est-à-dire que le bétail va être réduit pratiquement en un an de moitié, ce qui évidemment va avoir des conséquences au niveau agricole extrêmement importantes. Et donc va expliquer parfois certaines famines qui vont apparaître à ce moment-là. Mais donc après ça, donc ici c'est par exemple pour vous montrer qu'effectivement c'est quelque chose qui s'est effectivement passé. Et donc ici, donc ils utilisent, donc les koulaks ce sont les paysans riches, et effectivement donc le but de la collectivisation c'est d'éliminer les koulaks non pas physiquement, même si parfois c'était comme ça, parce que faut pas, comme j'ai dit, c'est une guerre civile, donc guerre civile c'est rarement dans la dentelle. Mais c'est d'abord, en tant que classe, c'est de la faire disparaître. Et donc, normalement, tous les territoires des koulaks vont être agglomérés au territoire des kolkhozes ou bien des sovkhozes. À cette décision d'acte, ils vont être déportés et une bonne partie va être chassée de la campagne et donc vont émigrer dans les villes. Mais qu'est-ce qui fait que Alors, en fait, le tournant, ce qu'en général on vous raconte dans les médias, etc., le tournant, c'est en 1934, l'assassinat de Kirov. Kirov, à ce moment-là, est le numéro 2 du parti. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça que je vais expliquer, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, c'est à partir de là qu'effectivement, donc le numéro 2 qui puisse se faire assassiner, donc normalement il a un service de sécurité, ça veut dire que l'assassin est passé outre le service de sécurité, donc il va y avoir comment est-ce que c'est possible, parce qu'il faut quand même comment on appelle ça, des connexions, etc. Donc comment est-ce que c'est possible, donc là, des complicités, c'est ça. Comment est-ce que c'est possible? Donc là, à ce moment-là, il va y avoir pratiquement une espèce de paranoïa jusque pratiquement la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir beaucoup de délations. Évidemment, à partir du moment où on va dire, on va chercher effectivement les gens qui pourraient être complices de ce genre d'activité. Évidemment, tous ceux qui ont éventuellement une haine vis-à-vis de quelqu'un d'autre vont accuser cette personne-là d'être un agent de l'ennemi, etc. Donc il va y avoir, à mon avis, assez bien d'exagération. Il va y avoir les fameux procès de Moscou qui vont concerner des hauts gradés
militaires de l'armée soviétique qui vont, une partie en tous les cas, être exécutés. Il va y avoir le procès de Boukharine, etc. Bon, c'est pas ça que je veux développer, donc je vous dis, ça c'est le contexte. En 1939, il va avoir le pacte germano-soviétique, essentiellement parce que les soviétiques vont avoir la crainte que l'Allemagne se dirige principalement contre l'Union soviétique dans ses visées expansionnistes. Et donc ce n'est pas une lubie des soviétiques, ça se trouve tel quel dans Mein Kampf. Dans Mein Kampf, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des extraits comme ça, et c'est clair que Hitler dit clairement qu'il y a une race, parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui étaient dénigrés par Hitler. Il y a une race que nous devons dominer, qui se trouve à l'Est, qui sont les Slaves. D'ailleurs, en plus, entre parenthèses, slave vient du mot latin slavus, qui veut dire esclave, parce qu'effectivement... Enfin bon, bref, il y a tout un contexte qui permet cela, et puis évidemment, il y a les Alliés ne vont pas défendre l'esclave mordiscus, donc il y a une crainte énormément de la part des Soviétiques qu'effectivement il y a cette invasion-là. Donc ils concluent un pacte pour éviter que, effectivement, l'Union soviétique, qui est quand même beaucoup moins développée et a une armée beaucoup moins puissante que l'Allemagne, qu'effectivement ils soient les premiers attaqués. Je dirais que malgré tout, évidemment, Hitler va envahir l'Union soviétique, mais après avoir déjà commencé sa guerre du côté de l'Ouest, ils vont pénétrer assez facilement, comme à peu près dans tous les pays, jusque Stalingrad. Donc il y a certains, enfin je ne veux pas rentrer dans les détails de la discussion de la guerre soviétique. Donc à Stalingrad, ils vont être effectivement bloqués. Et à ce moment-là, l'armée rouge va effectivement reprendre le dessus et va faire le chemin inverse. Donc le Stalingrad, c'est assez loin, donc il faut quand même le temps que l'armée russe va dégager le pays des armées allemandes. Mais ce qui va être extraordinaire, c'est que ils vont être les premiers à libérer Berlin. Donc c'est-à-dire que les forces anglaises et américaines vont devoir, à un moment donné, se précipiter et en fait forcer la main du côté de l'Ouest et faire le débarquement de Normandie en juin 1944, parce qu'ils voient très bien qu'à un moment donné, c'est l'Union soviétique qui va presque même sauver l'entièreté de l'Allemagne. Donc ils vont se précipiter pour qu'effectivement il y ait un contrepoids du côté de l'Ouest, mais ils ne vont pas réussir à battre les Soviétiques pour prendre Berlin. Donc symboliquement, c'est l'armée rouge qui va prendre Berlin. Qui est de Staline est énorme partout, donc pas seulement en Union soviétique, mais ici en Europe, etc. Donc une partie des acquis que nous avons aujourd'hui, notamment la sécurité, le système de sécurité sociale aussi développé, des choses comme ça, des planifications qui sont menées en Europe de l'Ouest, vient en partie du fait que le prestige de l'Union soviétique et de Staline à cette époque-là va effectivement permettre ces avancées. Et ce que je pense quand même était assez audacieux de la part des soviétiques à l'époque, ils vont alors avoir l'idée de passer à la deuxième phase. Vous savez que dans la théorie marxiste, il y a, pour passer à la société entre guillemets idéale qui est le communisme, c'est-à-dire la société sans classe, il faut une période de transition qui s'appelle le socialisme. Donc, normalement, les soviétiques sont dans la phase de socialisme et ils espèrent arriver dans la phase communiste. Et donc, ils disent, aujourd'hui, on veut faire des plans pour pouvoir aboutir à court terme dans la phase de communisme. Je pense que ça, c'est une erreur complète. Mais bon, soit. Et donc ils font des plans concrets qui ne vont pas aboutir parce qu'en 1953, Staline va mourir. Après ça, il y a une période, disons, intermédiaire où déjà il y a des choses qui se passent, mais c'est surtout au 20e congrès, lorsque Khrouchtchev va faire le bilan, va présenter le nouveau programme du parti et va faire un bilan critique de Staline. Extrêmement radical, mais dont on sait qu'il y a des parties qui sont fausses. Parce que, je ne sais pas s'il y a certains qui ont lu, parce que évidemment c'est publié maintenant tout à fait publiquement, mais le rapport secret de Khrouchtchev, il y a des choses qui sont manifestement de l'invention pure de Khrouchtchev, mais soit. Donc ils vont changer
les orientations qui ont été prises depuis pratiquement le début de la période soviétique. Khrouchtchev va dire en 1960 qu'en 1980, l'Union soviétique va dépasser les États-Unis en matière de biens de consommation. C'est anecdotique, mais ça montre bien que l'esprit est à peu près dans cette orientation-là, beaucoup plus orienté vers la consommation, le marché. D'ailleurs, à ce moment-là, il va y avoir de plus en plus de rapports antagoniques avec la Chine. Et même la rupture des relations. Donc normalement, la Chine fait sa révolution en 49. À peu près de 49 à 1960, elle va recevoir une aide assez importante, disons, quand même, de la part des soviétiques. En 1960, pratiquement en un mois, ils vont tout rembarquer. Hein, donc c'est-à-dire en un mois, ils vont liquider tout ce qu'ils avaient comme... évidemment, ils n'ont pas rembarqué les ponts et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça, puisque le pont était fait, mais tous leurs équipements à eux et leur mobilisation, en un mois, ils partent et ils retournent en Union soviétique. Alors, Khrouchtchev ne va pas rester très longtemps, donc en 1964, c'est Brejnev qui va prendre le pouvoir, donc ça, c'est encore un marxisme soviétique encore plus sclérosé, donc ça, c'était vraiment, je pense, assez épouvantable sur ce plan-là. C'est lui qui va décider de l'invasion de l'Afghanistan, mais bon, l'invasion de l'Afghanistan, il faut comprendre que c'est un pays difficile, hein, donc on le voit encore aujourd'hui. Hein, et je signale entre parenthèses d'ailleurs que ce qui se passe aujourd'hui est la continuation de cette invasion. Hein. Donc en 82, Brejnev meurt, il y a je crois deux successeurs donc qui meurent assez rapidement, et en 85, Gorbatchev accède au pouvoir et donc lance la perestroïka, mais donc là il est clair que ce qu'il veut c'est... Donc son optique, il a dit par la suite, c'est de construire un socialisme à la suédoise, donc c'est-à-dire rétablir complètement le marché et en fait le capitalisme. Et donc il va faire illusion pendant un petit temps, mais assez rapidement il va être... on va voir clairement son objectif, et donc effectivement à partir de 89-91, c'est le rétablissement complet du capitalisme, et même éventuellement, pas le capitalisme à la suédoise, c'est vraiment le capitalisme libéral le plus avancé. Alors ici, je vous ai donné une comparaison pour vous dire quand même les performances économiques de l'Union soviétique. Alors, je vais expliquer. Donc le rouge, c'est de l'Union soviétique, et j'ai fait évidemment une comparaison avec le monde, l'ensemble du monde, hein, donc les estimations qui sont faites. L'auteur qui le fait est, je pense, le meilleur spécialiste reconnu dans la matière. Donc c'est pas j'ai pas pris des chiffres soviétiques ou n'importe quoi. J'ai pris celui qui fait ça, qui est mort malheureusement tout récemment, mais qui fait ça de manière globale pour l'ensemble des pays. Et donc c'est la comparaison du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est grosso modo la production marchande, mais donc évidemment en Union soviétique c'est un peu plus que marchande. Enfin, il existait évidemment encore du marché, mais il y a des calculs un petit peu différents. Alors évidemment c'est réel, c'est-à-dire qu'on élimine l'influence de l'inflation, puisqu'évidemment c'est pas en augmentant les prix que ça a de l'impact sur la production. Et puis on a le terme PPA, qui veut dire parité de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va annihiler les prix, non seulement dans leur évolution dans le pays même, mais pays par pays, puisque tu fais une comparaison entre les pays. Donc il est clair que, par exemple, dans certains pays, quand vous allez en vacances, hein, si ça vous arrive, j'espère encore, et que vous ne restez pas dans la zone euro, évidemment, mais si vous allez en sont 2 fois moins chers. Eh bien, la parité de pouvoir d'achat, c'est justement d'ajuster le niveau de produit intérieur brut par rapport à cette différence de prix. Donc si c'est 2 fois moins cher, en fait, ton PIB, en comparaison à ici, est normalement le double. Hein, puisque les gens achètent globalement les choses 2 fois moins chères. Donc c'est ça, c'est cet ajustement-là que je vous passe la manière technique dont c'est fait, mais c'est ça que je vous explique. Donc c'est vraiment un calcul qui, à mon avis, est le plus correct pour faire effectivement cette comparaison-là. Alors vous voyez très bien qu'entre 1913 et 1929, l'impact
important, puisque je vous ai dit que normalement la situation est plus ou moins stabilisée, disons 21, 22, 23, mais des 6 années de guerre. Donc ça veut dire que les 6 années de guerre ont vraiment fait abaisser le niveau de production de manière énorme, et en 1929, on parvient juste à récupérer le niveau qu'on avait avant la guerre. Mais à partir de là, vous voyez très bien qu'à ce moment-là, la progression des blocs rouges va beaucoup plus vite que la progression des blocs blancs. Et donc, c'est extrêmement important parce que, évidemment, par exemple, par rapport aux pays avancés, l'Union soviétique se développait beaucoup plus vite. Donc, les exemples d'une croissance aussi rapide, il n'y en a pas énormément. Hein. Donc, il y a quelques pays d'Asie de l'Est qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, peuvent se targuer d'un développement aussi rapide, mais par rapport à la période, c'est un développement extrêmement rapide, ce qui montre quand même que la manière dont les Soviétiques avaient organisé leur économie, c'était pas si mal que ça, donc c'était pas un échec contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui. Donc jusque dans les années 70, c'était relativement performant. Alors, vous voyez très bien qu'entre 1970 et 1980, la croissance est beaucoup moindre. Et d'ailleurs, la croissance du bloc blanc est un peu légèrement supérieure. Donc on voit que les mécanismes de blocage vont commencer dans cette période-là. Ils vont évidemment se généraliser dans la période suivante, les années 80, qui vont être assez catastrophiques. Et puis après, là, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Donc, entre 1990 et 2000, donc là, c'est vraiment l'impact du capitalisme. Stiglitz avait dit d'ailleurs que cette période des années 90, c'était l'expérience russe de ces années-là, c'était la catastrophe économique la pire de l'humanité en dehors des guerres. Parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est effroyable. Donc là, je trouve que rien que ce tableau-là est presque un plaidoyer pour des expériences à caractère socialiste, plutôt des expériences à caractère capitaliste. Hein, parce que, donc depuis lors, évidemment, ça s'est amélioré. Hein, parce que essentiellement, on a repris la production de pétrole, et donc le pétrole a monté, donc c'est évidemment, et le gaz accompagne le pétrole en termes de prix. Donc évidemment, l'Union soviétique, la Russie plutôt, gros producteur de gaz et de pétrole, en profite. Alors, je vais essayer d'aborder, mais probablement un peu plus vite que ce que j'avais prévu, les points suivants. Donc, la première chose, en fait, c'est construit d'abord de cette manière-ci. Premier point, c'est comment est-ce qu'on est arrivé au niveau du plan et comment est-ce qu'on s'est construit la manière dont on pouvait planifier l'économie. Deuxième point, c'est quels sont les fondements qui animent la manière dont on fait la planification. Et puis, troisième chose, c'est les débats qui ont eu lieu en Union soviétique, et d'ailleurs qui était en fait marché ou pas, qui n'est pas seulement un débat soviétique, qui se déroule dans quasiment tous les pays socialistes, que ce soit à l'heure actuelle ou même dans le passé. Donc ça, c'est comme ça que c'est construit. Et les conclusions, c'est voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça. Alors, au niveau du plan, il faut bien comprendre qu'il n'existait rien. Donc en 1921, on construit le Gosplan. Il n'y avait pas l'équivalent dans les pays capitalistes avancés, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de planification au niveau des économies nationales. Ils ont dû partir quasiment de zéro. Donc ils ont dû inventer toutes les manières qui pouvaient être organisées pour avoir cette planification-là. La seule chose qui existait, donc ici, par exemple, on fait des planifications éventuellement ou des estimations, des prévisions, etc., sur base de la macroéconomie. Mais la macroéconomie existe que depuis que Keynes a fait son livre sur la théorie générale, sur l'emploi, l'intérêt et la monnaie, je pense, c'est ça le titre. Mais c'est donc en 1936. Et donc en 1936, on va tomber rapidement dans la guerre, donc c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils commencent quasiment de zéro. Et donc ils ont deux modèles qui sont élémentaires, hein, qui sont vraiment élémentaires. Donc ce n'est pas des systèmes de planification. Le premier, c'est celui de François Quesnay, donc, qui est un physiocrate français, comme d'ailleurs la plupart des physiocrates. Les physiocrates, ce sont des économistes du XVIIIe siècle qui avaient comme théorie que l'essentiel de la richesse créée vient de l'agriculture. Il n'y a que pratiquement l'agriculture qui produit des richesses.
et tout le reste, en fait, est alimenté par cette production agricole, donc c'est-à-dire par une ponction sur cette production agricole pour financer ce développement-là. Ce qui va être d'ailleurs critiqué par Adam Smith, et après, non pas par Ricardo, parce que Ricardo va suivre Smith, mais Smith, Adam Smith, le premier libéral, et celui qu'on appelle le père de l'économie, va critiquer en disant non, en fait, toutes les activités, que ce soit agricoles ou industrielles, sont productrices de richesse. Un système va être construit par Marx dans le livre 2 du Capital, donc il n'est pas publié pendant sa vie, hein, donc le livre 2 a été publié après sa mort. Mais là-dedans, Marx va se baser sur le système de Keynes pour faire un système basé sur deux secteurs qui sont l'un, c'est la production de biens de production, c'est-à-dire des biens qui permettent de produire d'autres objets, par exemple des machines, de l'acier. En général, on ne mange pas l'acier ou on n'achète pas l'acier, donc l'acier sert à faire d'autres objets. Et puis le deuxième secteur, c'est les biens de consommation, c'est-à-dire normalement, ce que normalement tout le monde achète ici, non, il y a évidemment des biens de luxe que je pense la majorité ici ne sait pas se permettre, mais normalement ce sont des biens ainsi. Alors dans chaque secteur, il y a trois éléments dans l'analyse de Marx. C'est ce qu'on appelle le capital constant. C'est pas très important ici dans mon explication, mais c'est pour vous expliquer qu'on utilise le terme C pour constant. Mais donc c'est tout ce qui est machines, équipements, composants. En fait, c'est d'ailleurs tout ce qui est utilisé pour acheter des biens de production pour pouvoir produire. Deuxièmement, on a le capital variable, donc c'est pour ça qu'on utilise V, et ça concerne essentiellement les salaires, pour dire en gros. Hein. Et puis en 3, on a ce qu'on appelle le profit. Pour le capitalisme, évidemment, c'est important. Ou, dans le terme marxiste, c'est la plus-value, mais ce n'est pas important ici de définir la plus-value. Alors, on va, à ce moment-là, définir pour chaque secteur. Donc, chaque secteur va avoir un montant qui va être alloué pour le capital constant, pour le capital variable, et qui va être acquis par le capitaliste comme profit. Et le total va donner, normalement, le chiffre d'affaires que je mets T pour un total. Et donc ça se fait au niveau des deux secteurs, c'est-à-dire les secteurs des biens de production et le secteur des biens de consommation. Mais une fois qu'on a défini ça, deux possibilités. Hein. Il y a reproduction simple et reproduction élargie. Reproduction simple, c'est-à-dire que tout simplement, on n'investit pas davantage, on reste à un niveau stable de production. La production élargie, c'est qu'on réinvestit une partie pour pouvoir accroître la production. Alors évidemment, la reproduction simple n'existe pratiquement pas, c'est généralement une situation de reproduction élargie. Seulement, je vous donne les conclusions sur la reproduction simple parce que normalement, la reproduction élargie, c'est la même chose, mais en plus compliqué. Donc autant vous expliquer ça en termes le plus simple possible. Donc en reproduction simple, c'est-à-dire qu'on reste au niveau stable, eh bien, il faut qu'il y ait une égalité entre ce qui va être utilisé en termes de capital constant, c'est-à-dire d'utilisation de biens de production, et le total du secteur qui produit ces biens de production. Hein. Donc il y a un secteur qui produit les biens de production, et puis il faut que effectivement ce total de production corresponde à ce que effectivement il y a nécessité comme bien de production pour fournir les biens de production et comme bien de production pour fournir les biens de consommation. C'est ça que ça veut dire. Et même chose au niveau de la consommation. Donc la consommation ici, puisque nous sommes en reproduction simple, il n'y a pas de prélèvement sur les profits pour investir. Donc ce qui sert à la consommation, ce sont les salaires et les profits. Donc l'ensemble des salaires et des profits doit correspondre à ce qui va être produit comme bien de consommation. Alors l'équilibre qui est découvert, qui est analysé par Marx, découvert de certaine manière par Marx, c'est que si vous faites la solution de ces deux équations-là, très simple, normalement vous obtenez que les biens de production qui sont demandés dans le secteur des biens de consommation doivent correspondre à ce qui est utilisé en consommation dans le secteur des biens de production. C'est une bête analyse si vous faites ça chez vous à l'aise. Je vous le dis comme ça, mais il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est pas très important. Hein, mais c'est ça qui va servir de base pour construire un plan. Parce que, évidemment, je peux redéfinir ça d'une autre manière. Je vais faire un exemple avec des chiffres. Et
sous la forme de ce tableau. Donc nous avons nos deux secteurs, le secteur de production, c'est-à-dire des biens de production, secteur des consommations, des biens de consommation. Alors, dans chaque secteur, on a les trois éléments. Donc, il faut effectivement acheter de la matière première, de l'électricité, etc. Il faut payer les salaires, et puis cette entreprise fait un profit. Ici, on va appeler ça surplus, parce qu'évidemment, dans l'économie socialiste, en principe, il n'y a pas cocktail des profits. Alors, vous voyez bien que les chiffres que je reprends vont donner les égalités qui sont nécessaires. C'est-à-dire que le secteur de la production, ici, le total doit bien être égal, ici, avec ce qui est demandé, ce qui est utilisé par les deux secteurs en biens de production. Donc là, tu dois avoir une égalité. Et même chose, la deuxième égalité qu'il faut avoir, c'est que ce qui est utilisé ici dans le secteur, enfin qui est produit dans le secteur des consommations, soit bien ce qui correspond au salaire et au profit au total. Donc c'est 200-200. Donc ça, ce sont les deux égalités évidentes. Et donc ça donne bien que le secteur des biens de production du secteur des consommations 100 correspond bien ici au 50 plus 50, c'est-à-dire aux 100 qui correspondent au salaire et au profit du secteur de production. Alors, c'est pas super important, hein, donc à la limite, oubliez ce que je viens de dire. Ce qui est important, c'est que vous voyez, on fait un tableau. Et donc, on fait un tableau, on va pouvoir mettre en tableau ce qui est produit par les secteurs et ce qui est demandé par les secteurs, utilisé par les secteurs. Et donc, il faut une correspondance. Alors, évidemment, la planification, ce n'est pas deux secteurs, ça va être, on va commencer par 500, puis 2000, puis 10 000, puis 100 000, etc. On fait ça, évidemment, à ce moment-là, à la main, puisqu'on n'a pas d'ordinateur au départ. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, heureusement. Mais donc ça, c'est un petit peu la manière dont on planifie. Le surplus, il vient du fait que, par exemple, si tu produis dans le secteur de production, mettons 10 biens, tu divises tout par 10, ben, ton prix de vente va être de 30 €, mettons. Et donc, dans des 30 €, tu vas payer 20 pour repayer les biens de production que d'autres entreprises ont vendus, qui t'ont vendu. Tu vas payer 5 pour les salaires, et tu vas garder 5 pour l'entreprise. Ça va? Donc, comme j'ai dit, le bureau du plan est créé en 1929. C'est à ce moment-là un organe consultatif. Il va devenir évidemment progressivement l'élément central de la planification. En 1925, il commence la planification annuelle et en 1928, il va commencer à faire des plans quinquennales. Comme je l'ai expliqué, c'est basé sur l'industrie lourde. Et donc, il va en avoir 12 qui vont être réalisés pratiquement tous complètement. Donc, le 13e, évidemment, va tomber puisque c'est celui qui va commencer à partir de 91. Donc là, le changement d'orientation va faire en sorte qu'il est complètement caduc. Et il y a le plan qui était pendant la période de la guerre qui va tomber aussi parce que c'est la guerre. Mais sinon, les autres vont être appliqués. Alors en général, c'est un système de décision qu'on appelle pratiquement top-down et puis bottom-up, comme on dit, hein, en anglais. Donc ça veut dire que c'est d'abord une décision au niveau central, donc décision des orientations, des objectifs au niveau du comité central du Parti communiste, qui va être transmis au ministre et puis au bureau du plan, qui va détailler alors, évidemment, avec tous ces outils, l'entièreté du plan, qui va le faire, évidemment, à partir d'enquêtes. Hein. Il ne faut pas tirer ça simplement de leurs idées. Et puis, évidemment, il y a les plans précédents, ils vont pouvoir essayer de réintroduire les erreurs, etc. Alors, à partir du moment où ils ont leur plan, ils vont évidemment aller progressivement. Donc, évidemment, je saute quelques étapes parce qu'il y a, c'est un territoire énorme, hein, donc il faut passer par les ministères, les provinces, etc. Donc, mais donc, ça va arriver progressivement dans les entreprises. Les entreprises vont alors à ce moment-là plus ou moins négocier un petit peu les quotas et les objectifs en fonction de leur propre réalité, de voir effectivement si c'est réalisable ou pas réalisable, etc. Ensuite, elles vont voir est-ce qu'on peut faire ce plan-là, est-ce que c'est réaliste ou pas.
Et à ce moment-là, après la négociation, on va remballer tout le bazar au niveau du bureau du plan. Et ça remonte, donc on fait le processus inverse. Et donc je vous repasse les étapes, parce que ça repasse au niveau des provinces, c'est pas grave. Et ça revient au niveau du Soviet suprême qui va voter l'entièreté du plan, qui devient alors une loi. Alors, petit détail pour vous montrer un petit peu la liaison entre la planification soviétique et ce qui existe ici en Europe. Donc, le principal auteur qui va servir au niveau de la planification en Europe, c'est Leontiev, qui va devoir recevoir le prix Nobel en 1973 pour ces mécanismes. Donc, le principe, c'est ce qu'il va, je sais pas, disons, inventer, entre guillemets, les tableaux input-output. Mais donc je vous ai montré qu'en fait le tableau input-output c'est ça, hein, grosso modo. C'est ça en plus compliqué. Hein. Donc, et donc Leontiev c'est quelqu'un qui a passé ses 20 premières années en Union soviétique, donc il était déjà, je pense, bon, évidemment le problème de, je ne connais pas les niveaux, enfin la correspondance des niveaux d'études en Union soviétique par rapport à ici, mais il était déjà à un niveau avancé, donc qui va effectivement être à la base, mais donc il vient de l'Union soviétique et donc il a en fait bénéficié de tout l'acquis de l'Union soviétique en cette matière-là pour pouvoir le faire. Vous voyez que en fait, même au niveau de bêtement le reste du monde, eh bien donc ici l'Union soviétique a eu un apport scientifique. Enfin, pour autant qu'on puisse dire que l'économie est tout à fait scientifique, mais majeur pour l'ensemble du monde, y compris pour nous. Hein, donc c'est quelque chose qu'on ignore et que donc évidemment quand on dit on ne veut pas étudier la planification soviétique, ben, je pense que sur ce plan-là on a tort aussi. Alors quels sont les mécanismes de principe? Comment est-ce que le plan peut fonctionner? Donc le premier principe, c'est qu'on va changer l'orientation dans laquelle l'économie va être poursuivie. Donc évidemment, dans le capitalisme, ce qui est poursuivi, c'est le profit. Puisque c'est le profit, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la demande solvable, hein, c'est-à-dire la demande de gens qui peuvent payer les produits qui sont mis sur le marché. Et donc, évidemment, il y a une partie de la population qui ne sait pas se payer une partie de ces produits-là. Et bon, dans certains cas, ce n'est pas très très grave, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus grave. Hein, donc, s'ils ne savent pas se payer les besoins élémentaires pour manger, pour boire, etc., c'est quand même extrêmement grave. Et donc, l'objectif de la planification, c'est de pouvoir prendre en compte non pas la seule demande solvable, mais l'ensemble de la demande, c'est-à-dire l'ensemble des besoins de la population, et donc de fonder progressivement la base du raisonnement économique, non plus sur ce qu'on appelle la valeur d'échange, c'est-à-dire la valeur de marché du produit, mais donc sa valeur d'usage, c'est-à-dire son utilité. Donc le terme de valeur d'usage et valeur d'échange est repris par Marx et les marxistes, mais en réalité, c'est un terme qui vient des classiques libéraux. Hein. Donc c'est Smith et Ricardo qui utilisaient le terme de valeur d'échange et valeur d'usage. Hein. Ça, c'est pas une invention de Marx. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si on veut fournir des biens qui sont éventuellement coûtent un certain prix, plus cher que éventuellement ce que les gens peuvent payer, eh bien, il va falloir les approvisionner à un coût inférieur, à un prix inférieur que le coût. Et donc il faut effectivement, à ce moment-là, si on veut garder un équilibre, parce que tout quand même, c'est encore une économie marchande, normalement, le socialisme, donc il faut monétaire aussi. Donc il faut garder l'équilibre marchand et monétaire de l'ensemble. Ça veut dire que si on fait en sorte que des prix sont inférieurs au coût de production et donc on a des pertes sur cette production-là, il faut compenser alors dans d'autres secteurs pour réajuster et donc permettre cet équilibre-là. Et donc, normalement, la planification doit servir à ça, de telle sorte qu'à un moment donné, on puisse dire qu'on n'a plus besoin du marché éventuellement. Parce qu'en fait, l'approvisionnement des biens se fait par un biais qui est le marché. Le marché qui, dans le capitalisme et l'économie marchande en général, est le biais pour dire que ce bien est bien utile et effectivement, c'est à ce prix-là qu'on va le payer. Mais donc, si on veut effectivement approvisionner non plus la demande solvable, mais la demande réelle, la demande de ce que les gens ont besoin, on doit à un moment donné pouvoir se passer de ce biais. Alors évidemment,
démarche va être progressive, hein, donc on ne peut pas passer d'un système, alors je ne parle pas de l'Union soviétique, parce que là, l'Union soviétique, c'est un capitalisme qui s'était développé dans l'industrie, mais qui n'existait pas du tout, ou très peu dans l'agriculture. Mais donc, on doit passer progressivement d'un système pareil à un système où on devrait normalement pouvoir se passer du marché. Donc, on va aller normalement progressivement. Et donc, pour pouvoir arriver progressivement vers l'étape, je dirais, presque ultime, où à ce moment-là, on peut effectivement avoir ce qu'on appelle, une planification intégrale, on peut effectivement incorporer l'ensemble. Il faut que normalement, tout soit centralisé, parce que sinon, il y a des décisions qui vont se faire dans des unités, et donc il y a des choses qui vont échapper à la logique d'ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut, si c'est centralisé dans le cadre actuel, ça veut dire que tout doit être dans les mains de l'État, qu'il n'y ait plus de producteurs privés ou même de coopératives. Donc même si les coopératives, à un moment donné, ça peut être très utile. Deuxième chose, il faut que, pas simplement il y ait un changement de propriété, il faut aussi que la production soit réellement socialisée. Alors en Belgique, je ne pense pas que ça pose énormément de problèmes, mais par exemple en Union soviétique, quand ça commençait, c'était un problème, parce qu'effectivement, le lien qu'il y avait entre les différents acteurs économiques n'était pas nécessairement assuré. Hein. Donc comme j'ai dit, il n'y avait pas nécessairement du marché dans l'agriculture. Hein. Donc s'il y avait un seigneur, il prenait directement, il fonctionnait directement. Donc ici, je dépasse un petit peu le cadre simplement soviétique. Hein. Je dis, qu'est-ce que c'est d'allier à la planification relativement intégrale. Donc socialiser, ça veut dire qu'il y ait interaction complète entre les différents acteurs, de telle manière qu'on vende les uns aux autres et que tout le monde sait bien qu'on s'appuie sur les autres acteurs économiques pour pouvoir générer de la richesse. Et troisième point, qui évidemment est très important, et évidemment en Union soviétique, on n'a pas réussi à aller jusque-là, mais aujourd'hui on dispose certainement de moyens beaucoup plus importants pour pouvoir le faire, c'est qu'il faut détenir toutes les informations et toute l'expertise, évidemment, pour effectivement arriver à une comptabilisation, mais une comptabilisation qui va se baser essentiellement sur la quantité de travail qui va être dépensée, parce que si tu veux te passer de marché, néanmoins, tu as cet élément-là qui est important. Donc si on fait une décision, donc mettons que nous soyons la communauté mondiale communiste, etc., la société sans classe et tout bazar, et on doit planifier la production économique qu'on veut assurer pour que tout le monde soit satisfait, etc. Le coût, entre guillemets, de ce qu'on va devoir prendre en compte, c'est la quantité de travail qu'on est capable de générer pour pouvoir réaliser les choses qu'on veut faire. Donc, on doit avoir une comptabilisation pour savoir combien d'heures chacun, normalement, on va consacrer pour pouvoir effectivement produire les choses qu'on a besoin pour qu'effectivement les besoins soient rencontrés. Donc, c'est bien qu'on doit arriver à effectivement, d'une certaine manière, comptabiliser cette quantité de travail qui est nécessaire là et qui est aujourd'hui calculée à travers des phénomènes de prix, etc. Donc il faut se passer des phénomènes de prix pour arriver à la donnée fondamentale. Donc si on fait ça de manière, disons, synthétique pour une entreprise, et alors là on revient dans une planification qui est un petit peu moins intégrale, mais donc on va avoir normalement les machines et équipements qui ont souvent fournis par des secteurs étatiques, parce que ce sont en général des secteurs qui demandent beaucoup de capitaux, et donc évidemment c'est le secteur étatique à ce moment-là qui va être principalement fournisseur. Eh bien il va fournir les équipements, les machines par exemple, dont les machines vont être amorties, hein, puisque évidemment les machines peuvent durer plusieurs années, donc la valeur qu'elles vont céder ou bien qui vont être produits va être une partie seulement en fonction des années que cette machine va durer. Et donc elles vont fournir ce qu'on appelle le capital fixe, c'est pour ça que j'ai utilisé CF. Puis il va y avoir toute une série de secteurs, par exemple la sidérurgie pour une production de voitures, de production de rames de métro ou de je ne sais pas quoi. Donc il y a de la sidérurgie qui va être faite par l'État et qui vont donc à ce moment-là, puisque c'est le même secteur, ici nous sommes dans une entreprise d'État, c'est le même secteur qui vont être d'une certaine manière cédés
il ne doit pas nécessairement y avoir de marché entre les deux, ou peut y en avoir, hein, mais ce sont alors à ce moment-là ce qu'on appelle des prix administrés, hein, puisque c'est tout à fait, on peut presque même mettre ce qu'on veut. Et on appelle ça le capital, c'est pas un truc terroriste, hein, c'est le capital constant circulant. J'ai mis E ici pour indiquer que ça vient de l'État. Et alors, il y a toute une série d'autres intrants qui peuvent venir. Donc, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, dans le cadre de la production d'automobiles, c'est des vitres, hein, qui ne sont pas faites nécessairement par l'entreprise, mais qui sont faites par des entreprises qui font des vitrages. Mettons ici que les vitres soient encore un producteur privé qui fait ça. Et donc, ils vont être vendus. Et donc, ça, c'est le capital constant circulant. Donc, ça, c'est ce que il va être acheté globalement par l'entreprise. Ensuite, elle va elle-même mobiliser des travailleurs de main-d'œuvre pour pouvoir faire les produits qu'elle normalement doit faire, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, et qui doit normalement correspondre le plus possible dans la planification à la quantité de travail qui va être effectivement mobilisée. Et cette quantité de travail mobilisée en termes monétaires va être donc la valeur ajoutée, qui peut être divisée en 4 parties à ce moment-là en termes de répartition. Il y a une partie qui va être fournie aux travailleurs même, qui est normalement le salaire, disons, de base. Une partie qui va être utilisée évidemment pour les investissements, parce que, comme j'ai dit, dans mon exemple sur la reproduction simple, le but, c'est pas de rester au même niveau. Le but, c'est quand même de produire, pas nécessairement produire davantage, ça dépend un petit peu de ce qu'on produit, mais en tous les cas, de pouvoir éventuellement améliorer la productivité ou quelque chose comme ça. Il y a une partie qui va aller au secteur étatique non productif, parce qu'évidemment, il faut payer encore les fonctionnaires qui font toute une série d'autres choses. Si on donne le secteur de santé ou le secteur éducatif gratuit, il faut qu'effectivement, il y a un moment donné, il soit payé quelque part. Donc, ce montant-là peut servir, par exemple, au financement du secteur éducatif et du secteur de santé centralisé. Et puis, alors, il peut y avoir un solde, et on peut imaginer qu'à ce moment-là, le solde est alors décidé dans l'entreprise même, ce qu'on fait avec ce solde-là, mais on peut imaginer d'autres situations. Alors, au niveau de la planification, ce qui est déterminé, ce sont les quantités produites, les niveaux d'investissement. Donc ça, c'est effectivement comme ça passait en Union soviétique. Alors, le niveau d'investissement, je vous l'ai dit, c'est en négociation avec l'entreprise, hein, parce qu'évidemment, le bureau du plan peut dire quelque chose, mais l'entreprise doit voir si c'est possible. Les niveaux de salaire de base, et en principe, l'espèce d'impôt qui est imposé sur le secteur non productif étatique. Et donc, comme j'ai dit, il y a une souplesse qui peut exister sur la productivité et qu'est-ce qu'on fait avec le solde. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que normalement, le produit intégral sous le socialisme, qui est encore une société de classe, mais qui est quand même une société qui veut aller se libérer des classes, normalement, le produit intégral appartient bien aux travailleurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils reçoivent d'abord le salaire de base. Deuxièmement, c'est eux qui, en principe, décident globalement, en tous les cas, pas individuellement dans chaque entreprise, mais globalement, les décisions du plan, donc ça veut dire plus ou moins les niveaux d'investissement, des salaires des impôts, et ils peuvent éventuellement décider aussi de l'affectation du solde, soit au niveau de l'entreprise, soit à un autre niveau. Normalement, il y a en principe, sur cette base-là, il n'y a plus d'exploitation, mais évidemment, il y a toujours le risque d'un dérapage. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui économiquement, je ne peux pas ne pas le suggérer, parce qu'effectivement, si le système n'est pas démocratiquement construit, on peut très bien avoir tout le même système avec, en fait, une classe dominante qui contrôle l'État et qui, en fait fonctionner tout son système à son profit de cette manière-là. Donc, la question démocratique est relativement importante, mais elle n'est pas propre, elle n'est pas spécifique d'une catégorisation économique. Bon, ici, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça avec l'exemple de l'agriculture, donc c'est-à-dire que les paysans produisent et vendent à une société étatique à des prix relativement élevés, ce qui permet d'entretenir leurs revenus. Et d'autre part, la même société étatique va vendre à bas prix au niveau des villes, puisque ça permet d'assurer
l'approvisionnement de la population urbaine par exemple en pain ou des produits élémentaires en légumes, etc. Mais à ce moment-là, donc, il faut que la société étatique soit approvisionnée par un autre mécanisme qui permette que ce ne soit pas des pertes ad vitam aeternam. Alors, le point que je vais surtout souligner ici, donc je vais sauter le premier aspect parce que c'est pour dire qu'effectivement, l'Union soviétique, c'est un... Mais de toute façon, en réalité, ça n'a rien à voir nécessairement avec le fait que la Russie était relativement arriérée, parce qu'à mon avis, si vous prenez n'importe quel pays, vous avez des gens qui défendent un petit peu n'importe quoi, et donc ça peut avoir de l'influence, donc avoir et ça peut fausser les jugements des économistes. En plus, comme je l'ai dit, on commence une planification, on ne sait pas du tout où on va, donc évidemment, il y a toutes sortes de théories qui peuvent se développer. Mais la plus importante et donc, contrairement à ce qu'on raconte, c'est quand même un point sur lequel je vais souligner, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est dicté de manière monolithique. Il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur de l'Union soviétique sur toutes les orientations économiques. Donc ça, et c'est pratiquement permanent. Ce que je veux dire, le débat principal qui va y avoir lieu, et qui a lieu maintenant encore dans la plupart des pays socialistes, qui se disent socialistes, c'est comme vous voulez, ça, je ne vais pas rentrer dans le débat ici sur cette question-là, mais c'est de savoir la place du marché dans l'économie. Et donc ce débat-là va avoir lieu également en Union soviétique, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, je vous passe Bogdanov. Et on appelle ça un débat sur base de la loi de la valeur. Pourquoi ? Parce que dans l'analyse marxiste, la loi de la valeur, donc c'est simplement décrire que c'est le marché qui effectivement est le principe régulateur de l'économie. Et ce principe régulateur va avoir comme effet que ça va répartir un petit peu les capitalistes en fonction des secteurs. Donc ça veut dire que en fonction du marché et donc des profits qui sont possibles de faire dans chaque secteur, eh bien, ça va attirer des investissements, ça va attirer des capitalistes, ou bien ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va les détourner de ce secteur-là. Si le secteur de la sidérurgie, ce qui n'est plus le cas pour l'instant, mais fait beaucoup de profits, eh bien, ça va attirer des capitalistes qui vont essayer d'aller dans le secteur de la sidérurgie. Par exemple, contre le secteur textile, ils ne fait pas beaucoup de profits. Ben, là, les capitalistes vont plutôt se dire on arrête le textile et on va plutôt aller dans la sidérurgie. Donc ça, c'est une manière d'allouer les ressources. Mais donc, est-ce que ça se passe de la même manière dans la société, qui est encore une société, comme j'ai dit, marchande, dans le sens que tout est monétaire, hein, donc tout passe par le biais de la monnaie. Est-ce que cette société socialiste doit fonctionner de la même manière? Et donc, il y en a certains qui vont dire certains qui vont dire d'abord que, en fait, on ne doit plus considérer la loi de la valeur et donc le système de marché en tant qu'existant dans la société. Et donc, en fait, tout est administré par l'État et c'est l'État qui fixe tous les prix. C'est lui qui détermine l'essentiel des mécanismes régulateurs. Donc, le point de vue va être défendu d'ailleurs par Bukharin de cette manière-là. Et donc, on va lui dire, mais ça, c'est un petit peu bateau parce que il y a des calculs qui doivent être faits. Et donc, si on dit c'est l'État qui détermine les prix, sur quelle base détermine-t-il les prix? Et de manière globale, ça va avoir comme influence cette position-là qu'on va sous-estimer l'influence réelle du marché dans l'Union soviétique. Et donc, ça va avoir un effet assez important par la suite. Deuxième thèse, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout fonctionne sur base de la loi de la valeur. Et donc, c'est le marché qui domine tout, y compris dans la société socialiste. Donc, c'est le marché qui va fixer les secteurs qui doivent se développer ou pas. Et donc, ceux qui défendent ça vont dire qu'il faut réintroduire la notion de profit, justement, comme étant même principe régulateur. Donc, c'est-à-dire que c'est en fonction du profit qu'on va effectivement voir est-ce qu'on va continuer ce secteur-là, cette entreprise-là. Si l'entreprise fait des pertes, on la liquide d'une certaine manière.
Et donc, à ce moment-là, puisque c'est d'ailleurs la dernière intervention que Staline va faire à cette époque-là, il va défendre que la position qui, à mon avis, sur ce plan-là, est assez correcte, c'est-à-dire que la loi de la valeur, le marché est encore valable, mais uniquement pour la partie du secteur qui fonctionne encore en fonction du marché. C'est-à-dire que il y a différentes propriétés. Il y a la propriété étatique, il y a la propriété privée, coopérative, etc. Ça ne fonctionne pas pour ce qui est des ventes entre secteurs d'État, entre firmes d'État. Ça, à ce moment-là, n'a plus de sens. Et donc là, on va faire intervenir d'autres éléments, notamment la valeur, ce qu'on appelle la valeur d'usage, parce que on va dire qu'est-ce qui est important de produire et on va grosso modo éventuellement administrer les prix de telle manière que tu as un équilibre global, mais on va administrer les prix pour qu'effectivement les gens puissent acquérir les biens, disons, à bas prix. Mais entre les firmes d'État et les autres formes de propriété, évidemment, entre les coopératives, les firmes privées, etc., là, la loi de la valeur va subsister parce qu'effectivement, ces entreprises-là fonctionnent comme acteurs individuels et donc, c'est le marché qui va un petit peu fixer la manière dont il fonctionne. Donc, en 1953, il meurt. Là, le problème, c'est qu'il ne va pas réussir à convaincre véritablement les économistes de cela. Les économistes qui sont partisans de la loi de la valeur, d'une domination du marché, sont, je pense, de manière... sont tous les cas les plus forts. Je ne sais pas s'ils sont les plus nombreux, mais en tout cas les plus importants. Et on va voir progressivement des reculs par rapport à ce qui avait été avancé pendant pratiquement une trentaine d'années dans la planification. Donc d'abord, on va abandonner le plan pour les liens entre ville et campagne. On va développer les échanges marchands, donc mai 53, c'est-à-dire que c'est directement après la mort de Staline. On va changer. Alors le point important, c'est le 20e congrès du PCUS dont j'ai déjà parlé. Les stations machines-tracteurs ne vont plus pouvoir allouer telles quelles les machines aux paysans, ils vont directement les vendre, ce qui évidemment va poser des problèmes pour une série de coopératives, parce que les coopératives vont avoir à ce moment-là l'argent et les profits nécessaires pour pouvoir acheter les machines. Si ce n'est pas le cas, progressivement c'est le marché qui va être régulateur, etc. En 65, on va avoir des réformes qu'on appelle Kosygin, mais qui sont basées sur l'économiste Lieberman, qui va définir que, en fait, il faut que le critère du profit soit un critère important dans la manière d'évaluer le comportement des firmes. Et donc, ça va aboutir à progressivement déstructurer le socialisme. Bon, j'ai pas dit que ça, cet élément exclusif de ce qu'on peut appeler une dégénérescence, puisque quand même, effectivement, il y a eu une dégénérescence. Donc, dans mes chiffres de développement économique, vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a une stagnation, qu'il y a des changements, des blocages, etc. Mais donc, il est clair qu'évidemment, à partir de 89-91, c'est essentiellement les gens qui sont dirigeants, hein, donc c'est pas les masses qui sont portés dans la rue pour demander le retour du capitalisme. Ce sont les dirigeants qui ont décidé d'arrêter l'expérience socialiste, pour l'appeler comme ça, et qui ont décidé de faire les changements nécessaires pour s'orienter résolument vers le capitalisme. Alors, ce que les masses n'ont pas fait, c'est de soutenir en disant non, nous ne voulons pas aller dans cette voie-là. Ça, ils n'ont effectivement pas fait, mais ce n'est pas les masses qui sont descendues dans la rue pour dire ça. Alors, conclusion. Ce que, en fait, normalement, le plus important, je trouve, par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'on peut beaucoup contester ce que j'ai dit, mais je trouve que quand même c'est important ici de tirer un petit peu les enseignements. Moi, je trouve que le débat sur la planification, de voir comment est-ce qu'on planifie, quels sont les problèmes qui se posent, etc., c'est quelque chose qu'on doit effectivement avoir, que ce soit d'ailleurs dans nos pays ou ailleurs, parce que, effectivement, d'abord, contrairement à ce qu'on raconte, ça n'a pas été un échec. Hein, j'ai bien montré qu'effectivement, il y avait quand même un progrès économique assez important. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup peut-être que pas les pays capitalistes avancés se disent que c'était très bien, mais par exemple, il y a beaucoup de pays africains qui auraient bien aimé avoir des niveaux de croissance pendant cette période-là aussi élevés que l'Union soviétique.
Aujourd'hui, on essaye de balayer ça parce que c'est l'Union soviétique, la catastrophe, etc. Donc, tous les problèmes on lie à ça. Mais normalement, en termes d'alternative, la planification est véritablement une alternative au marché. Parce qu'effectivement, ça répond à toute une série de problèmes que le marché pose et ne résout pas. Et y compris les problèmes écologiques. Parce que c'est beaucoup plus facile écologiquement de planifier comment est-ce que tu vas résoudre un problème qui est un problème d'ailleurs central et mondial, de manière planifiée, que laisser le marché se disputer et finalement ne rien faire. D'ailleurs, la planification, en général, c'est quelque chose qui est plus ou moins sur le long terme, tandis que le marché, c'est une réaction en général sur le court terme. Donc, si on dit c'est le marché plutôt que le plan, c'est dire qu'on privilégie le court terme sur le plus long terme. Deuxième chose, c'est qu'en réalité, même si on analyse la situation dans le capitalisme aujourd'hui, en fait, on est en réalité dans un système de planification. Mais on ne le dit pas. Évidemment, il y a le marché qui joue, la concurrence qui joue, mais globalement, ce sont essentiellement des grosses entreprises qui dominent le capitalisme aujourd'hui, c'est multinational. Les entreprises multinationales font des plans. Hein. Quand on décide de fermer Fort Gang, il y a bien un plan qui a été pris. Ce n'est pas la veille au soir que suivant la direction de Fort a dit tiens, on a une usine en trop, si on fermait Fort Gang, on va annoncer ça demain. Donc, c'est des choses bien planifiées à l'avance. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, dans la fermeture, c'est moins évident, mais si vous voulez construire une usine automobile, ça prend plus ou moins 3 ans avant que vous avez la première voiture qui sort. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, il faut une planification. On va planifier c'est par secteur. Par entreprise. C'est une planification par entreprise, oui. Exactement. Et donc, c'est justement ça qui pose problème. C'est-à-dire que, c'est une planification individuelle au niveau d'une entreprise, pas au niveau national. C'est eux qui font des plans à ce niveau-là. Et deuxièmement, ils le font suivant le critère de la rentabilité. C'est-à-dire qu'ils bénéficient essentiellement à une petite minorité qui sont les principaux actionnaires et les dirigeants des entreprises. Donc c'est d'une certaine manière un petit peu absurde, parce que justement c'est ça qui cause des effets négatifs sur le développement économique actuel. Et donc en réalité, on n'est pas dans un système où on devrait choisir entre le marché ou le plan. En réalité, on est dans un système où on doit choisir entre une planification qui reste dans les mains du privé, avec évidemment les particularités qu'on a dit, c'est une entreprise, c'est fait au niveau des entreprises, et donc ça engendre de l'anarchie, parce qu'évidemment, ce que planifie Volkswagen, c'est pas ce que planifie Peugeot, et donc ce qu'ils ont planifié ensemble peut rentrer complètement en contradiction. Donc s'ils ont planifié tous les deux une usine, mettons, au Kazakhstan, et que le marché du Kazakhstan ne permet que l'approvisionnement d'une seule usine, il y a une usine en trop. Hein. Mais donc c'est bien ça qui est en jeu, c'est ou bien on a une planification au niveau privé, ou bien une planification au niveau public qui peut être démocratique. Je n'ai pas dit qu'elle est nécessairement démocratique, mais elle peut être démocratique, parce qu'effectivement, là les gens peuvent dire, effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec la planification qui a été faite, et nous voulons changer telle et telle orientation. Essayer un petit peu de changer la planification de Volkswagen. Déjà ici, quand on se bat contre la fermeture d'une usine, on n'arrive pas souvent à empêcher cette... Et donc les phénomènes de dégénérescence, à mon avis, elles ne sont pas liées directement à la planification. Elles sont plutôt liées à d'autres phénomènes, qui sont par exemple qu'on a abandonné la lutte de classe, parce qu'effectivement, dans les théories de Khrouchtchev, il y avait ça. Je ne dis pas que Khrouchtchev est accusé de tous les maux, parce qu'il y avait des choses qui existaient déjà avant. Mais c'est lui qui a principalement développé ça. Donc, il y a eu aussi des éléments d'impatience. Donc, évidemment, les révolutionnaires qui font la révolution se disent on fait le socialisme, mais on veut rapidement arriver au communisme. Et donc, beaucoup, par exemple, des acteurs de la révolution soviétique voulaient passer quasiment à partir du communisme de guerre au communisme intégral. Donc, ce qui était un petit peu absurde, il a fallu faire le pas en arrière parce qu'on n'avait pas. C'était eux qui voulaient le communisme intégral, mais la réalité n'était pas à ce niveau-là pour la réaliser. Donc on a changé parfois le marxisme, donc je vais parler du marxisme sclérosé de Brejnev, etc. Donc c'est normal qu'évidemment on change le marxisme, c'est pas quelque chose qui est figé, donc en plus c'est pas ma conception du tout du marxisme.
d'avoir quelque chose qui est complètement figé, c'est quelque chose qui doit être évolutif, mais il faut quand même savoir aussi comment est-ce que tu changes et dans quelle perspective tu changes, où tu adaptes, où tu arrives avec quelque chose qui est nouveau, etc. Donc, et comme j'ai dit, ce sont les dirigeants qui ont changé, qui ont décidé d'arrêter le socialisme. Ce n'est pas les masses qui sont sorties dans la rue pour demander le changement. Voilà.